Re... Bon, on s'est quitté où? Ah ouais, on est environ fin novembre avec Léo, on s'est fixé des objectifs, Léo va nous faire des outils pour se faciliter la vie, on va se créer des classes trop cool, améliorer notre génération, et tout ça avec la contrainte du monothread qui nous serre la ceinture et nous laisse pas une goutte de puissance de calcul en plus, donc on va devoir optimiser. Je vais seulement faire une explication sommaire des notions dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, donc je vous conseille de la regarder avant, mais je sais que vous allez pas tous le faire ou pas vous rappeler de tout, vous inquiétez pas. Commençons par du concret. On a une classe chunk classique où chaque bloc est stocké sous la forme d'un nombre. Par chunk, on a 16 x 16 x 256 blocs, donc 65 536 blocs. Est-ce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de types de blocs différents? Bah ouais, un peu quand même, mais pas des milliers, en tout cas pas pour l'instant. Donc on stocke chaque bloc dans un octet qui peut avoir 256 valeurs différentes. On garde le 0 pour le bloc vide et ça nous laisse 255 types de blocs, ça fera l'affaire. En plus, l'octet c'est la quantité de données de base après le bit, qui n'est que 1 ou 0. Un octet c'est 8 bits, l'ordi aime bien ça, donc il fait vite les opérations pour manipuler des octets. En C et C++, on appelle généralement les octets des chars, parce que char c'est pour caractère, et 256 valeurs différentes, ça permet d'écrire toutes les lettres minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux différents. Bref, c'est pratique, je sais que c'est pas forcément logique pour le commun des mortels, mais si plus tard dans la vidéo vous voyez écrit char dans mon code, pensez octet. La donnée de chaque chunk pèse donc dans la RAM 16 x 16 x 256 octets, environ 65 kilooctets. Ça fait quand même beaucoup. Si on a 32 de render distance, c'est le maximum de base dans Minecraft, on aura un chunk sous nos pieds et 32 de plus dans chaque direction, donc un carré de 65 chunks de côté. En arrondissant un peu, ça fait 65 x 65 x 65, 65 au cube, ce qui nous donne 275 000 kilooctets ou 275 millions d'octets. On pourrait faire mieux. Ensuite de ces blocs, on tire des faces à afficher. Pour faire ça, on doit passer sur chaque bloc un par un et vérifier si l'un de ses voisins directs est vide. Dans ce cas-là, on l'a vu dans la vidéo précédente, on doit transformer la face du bloc en triangle, parce que c'est tout ce qu'affiche la carte graphique. Les 4 angles de cette face vont alors devenir chacun un point, donc une position en 3D, donc 3 nombres. Chacun de ces nombres devant pouvoir être très grands, on les stocke dans des floats, des nombres à virgule flottantes, ce qui prend 4 octets par nombre. On a aussi besoin de savoir avec lesquels de ces points dessiner nos triangles, donc 3 indices de points par triangle, qui sont stockés dans des int, des nombres entiers, qui font aussi 4 octets. On se retrouve alors avec 4 x 3 x 4 octets, plus 2 x 3 x 4 octets, ce qui donne 72 octets utilisés dans la RAM et dans la VRAM, c'est la RAM de la carte graphique. Et ça pour chaque face de chaque bloc qu'on affiche. Je sais pas combien j'affiche de faces en moyenne par chunk, j'avoue, donc on va arrêter les calculs. Juste, on note ces nombres comme les autres, parce qu'après on va les réduire et ça va nous rendre heureux. Pour afficher les triangles de ces faces, on se rappelle, on les envoie à la carte graphique et donc à nos shaders. Nos shaders sont très basiques. Dans le vertex shader, la porte d'entrée de la carte graphique, on récupère les infos de chaque point indépendamment, on multiplie la position avec la matrice de notre monde, puis on l'envoie au reste de la pipeline de shader. Je vais pas trop rentrer dans le détail des matrices parce que c'est pas si intéressant et je suis pas expert du sujet. Retenez juste que l'avantage des matrices, c'est que ça condense tous nos calculs en un, donc c'est super pratique. Hop, et dans la suite des shaders à laquelle on ne touche pas, le point est transformé en position de pixels sur l'écran, et dans le fragment shader, le dernier maillon de la chaîne, on doit choisir la couleur qu'on veut que ce pixel ait. La couleur qu'on veut, c'est pas juste une couleur, c'est une texture. Pour avoir une texture, à ce moment-là, on utilise une technique vraiment nulle mais simple à mettre en place. C'est qu'on fout toutes les textures sur la même grande image, et ensuite quand on veut en dessiner une, on donne la bonne position sur cette grande image. Mais ça veut dire qu'on doit rajouter la position de texture de notre face à chaque point. Une texture c'est en 2D, donc on rajoute 2 floats de 4 octets par point, ce qui fait passer nos 72 octets par face à 104 au final. Oh là là, vous avez l'impression qu'on perd de l'optimisation de mémoire et ça vous rend triste alors que c'est juste que j'avais omis des informations, désolé. Avec la texture et la position, hop, comme par magie, ça dessine. Mais j'ai aussi oublié de vous dire qu'on fait cet effet ombré en donnant une information en plus au point qui est juste est-ce que t'es au soleil ou à l'ombre, et on triche en mettant tous les blocs dirigés vers l'est, le nord et le bas en mode ombre. Mais sans détail, on s'en fiche. Ok super, on a fait la gestion des chunks, l'affichage via les shaders, il ne reste plus qu'à discuter de la génération basique qu'on avait. Celle de fin de vidéo, c'était tout bêtement 2 Perly Noise 2D. Ah oui, rapidement, les Perly Noise c'est une façon d'avoir des nombres pseudo-aléatoires en fonction de paramètres d'entrée. Ici les paramètres d'entrée sont des positions, on peut avoir des Perly Noise en n'importe quel nombre de dimensions, et les résultats d'un Perly Noise c'est un nombre compris entre 0 et 1, que j'utilise comme pourcentage en général.
Donc ces perlinoise vont nous donner la hauteur de la couche de pierre et de terre à chaque position du monde. Et on a aussi un perlinoise en 3D qui passe par-dessus tous les blocs de ces couches pour nous dire s'il y en a bel et bien un. Comme ça le monde n'est pas tout lisse. Mais si vous vous rappelez bien, c'était nul parce que ça prenait trop de temps. Et vu qu'on fait du monothread, tous les calculs dans notre code se font à la suite. Si quelque chose prend du temps, c'est tout le programme qui doit attendre. Pour contrer ça, Léo concocte un système. On va avoir une classe qu'on appelle le chunk instantiator et qui va gérer le chargement, déchargement et compilation des chunks. Je dis compilation pour parler de la création des informations qu'on envoie à la carte graphique. Dans notre cas, c'est la création des points et des triangles. Le chunk instantiator va avoir une méthode update appelée entre chaque image dessinée sur l'écran pour gérer tout ce tralala. Cette méthode update, en plus de ses arguments de base comme la position du joueur, va prendre en entrée un temps en millisecondes, et ça sera sa durée maximum. Comme ça, elle va pouvoir générer quelques chunks, puis si elle n'a pas fini, se mettre en pause, laisser le reste du programme tourner jusqu'à ce qu'on revienne à elle. Oui, c'est presque comme du multithread, mais en moins bien. Notre décision de tout monothreader avait pour but de nous pousser à l'optimisation sans avoir les problèmes de data race du multithread. Oui, c'est pas la meilleure décision pour un projet fini, vous avez raison, mais à ce niveau du projet, je pense encore que c'est une très bonne décision. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la situation initiale. Il est temps d'améliorer tout ça. Mais comment on sait quoi améliorer ? Bon, il y a des trucs qui sautent aux yeux, hein. Mais pour d'autres, le voir c'est plus subtil. Léo va donc nous faire le profiler. Le profiler, c'est une petite classe qu'on va pouvoir appeler n'importe où dans le code pour mettre un début et une fin de zone de contrôle. À chaque fois que le programme va passer à cet endroit, le profiler va garder en mémoire dans une base de données le temps qui a été passé dans la zone de contrôle, pour qu'une fois à la fin du programme, il puisse nous donner les stats de chacune de ces zones. Il a aussi fait tous les outils pour automatiser le chargement des shaders qui, entre autres, permet de changer les informations qu'on envoie du CPU à la carte graphique, comme par exemple quand on veut rajouter une position de texture à nos points, qu'on ait juste à le changer dans le shader et plus aussi dans les paramétrages d'OpenGL comme c'est fait de base. Bref, j'adore ce type pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer à optimiser ? Commençons par mon coup de cœur, les chunks RLE. Le problème des chunks classiques, c'est que dans tous les cas, même si le chunk est totalement vide, on doit garder en mémoire les 65 000 blocs et mettre un 0 partout pour dire qu'il y a de l'air partout. C'est pas fou, c'est même, surtout pour un monde assez simple comme ce qu'on a, vraiment pas fou. Je me baladais sur l'internet quand j'ai vu la technique du RLE. J'ai alors, comme dit précédemment, eu un coup de cœur et décidé de l'implémenter dans mon code. Mais c'est quoi le principe d'un chunk RLE ? Alors, RLE, ça veut dire Run Length Encoding, ou codage par plage. En gros, au lieu de stocker 10 fois qu'il y a un bloc de pierre à la suite, on va écrire directement qu'il y a 10 blocs de pierre. Dans ce cas-là, au lieu de stocker 10 fois le même nombre, on stocke juste deux nombres, 10 et pierre. Enfin, le nombre qui signifie pierre. Étant donné que nos chunks sont plus hauts que larges ou longs, on va stocker les colonnes de blocs en RLE. Ce qui est sympa, c'est que comme la hauteur de notre monde est de 256 blocs, on peut continuer à tout stocker dans des octets. À la place de se dire qu'un octet stocke les nombres de 0 à 255, vu qu'on va jamais écrire qu'il y a 0 fois un bloc, on peut directement commencer à 1 et aller jusqu'à 256. Bon, la vérité c'est que je faisais pas ça, et je m'en suis rendu compte en écrivant la vidéo. J'ai jamais eu de problème parce que, pour faire référence à Minecraft, j'ai toujours mis une couche de bedrock de 1 bloc minimum. Et donc les suites de blocs maximum étaient de 255 dans mon monde. Sans la bedrock, j'aurais eu des crashs. On va prendre le cas le plus simple pour notre chunk RLE, qui est quand on a seulement une génération avec du noise 2D. Donc on a une couche de pierre, de terre, puis de l'air. Dans ce cas-là, par colonne dans notre chunk, on va seulement avoir 6 nombres à stocker, 2 par couche. Donc sur tout un chunk, ça donnera 16 x 16 x 6 octets, 1536. C'est pas mal mieux que les 65 000 et quelques de notre chunk de base. Vous allez pouvoir me dire, oui, mais s'il n'y a aucune suite de blocs dans les colonnes, alors avec ton RLE, tu prends 2 fois plus de place dans la RAM parce que tu vas écrire pour chaque bloc qu'il y a une fois ce type de bloc. Ce à quoi je répondrai, déjà c'est très peu probable que ça arrive. Ensuite, c'est pas mon problème si un joueur fait n'importe quoi avec son monde, et surtout, grâce à notre système de chunk abstrait, on peut juste interchanger la gestion de données pour repasser sur un chunk classique, et bam. Mais l'optimisation de la mémoire, c'est pas le seul avantage des RLE. Et oui, la création de faces est aussi très rapide, parce qu'on va plus prendre chaque bloc un par un et regarder tous ses voisins. Non, on va faire beaucoup mieux. La technique, c'est qu'on va prendre une colonne de blocs en RLE, ainsi que ses 4 voisines, puis on va les parcourir en même temps. Dès que sur la colonne principale, je passe d'une suite d'air à une suite de blocs, je vais créer une face de dessous, et inversement, quand je passe de bloc à de l'air, je mets une face de dessus. Et pour les faces des côtés, on compare les plages de blocs sur nos colonnes avec les plages d'air chez nos voisins, puis on crée toutes les faces à la suite.
Bon, il y en a certains qui en ont marre de l'optimisation, donc on va faire une petite pause, boire un peu d'eau et se parler. Vous voyez, dans ce genre de projet, je veux dire par là des longs projets, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, autres que juste est-ce que je suis assez intelligent pour le faire. Il y a aussi le temps, la liberté, mais il y a aussi le moral, la volonté. Avec Léo, quand on s'est mis à bosser ensemble, ça se lançait des bons gros 10 heures minimum par jour ou par nuit à être ensemble en appel Discord pour travailler. Donc en novembre et début décembre, tout est allé super vite pour poser les bases. Puis en décembre, je suis retourné voir ma famille et mes potes d'enfance pour les fêtes et on a fait une trêve. Quand je suis revenu de cette trêve, Léo était sur un autre projet. Pas de soucis, je l'ai pas forcé à me rejoindre, il est libre de faire une pause ou d'arrêter même s'il veut. Il m'a dit qu'il faisait une pause de notre Minecraft pour se concentrer sur ses projets de jeu sur Unity et trouver du taf aussi. Donc on s'est moins appelé sur Discord, parce que bosser sur des projets différents, surtout en ayant bossé sur le même avant, c'est un peu comme aller boire un verre en tête à tête avec son ex. C'est dur de se concentrer. Alors moi de mon côté, j'avais un peu moins la motivation de faire de grands changements dans le code. Surtout que Léo, avant de partir, avait de son côté fait de gros changements au squelette du projet qu'il n'avait pas fini. Donc si moi aussi je commençais à modifier le projet en profondeur, ça allait être une horreur à fusionner. C'est pour ça que j'ai fait des petits trucs fun, parce que ça motive de faire des petits trucs fun. Comme par exemple, une meilleure génération. Pour faire ça, j'ai tout empaqueté dans une classe Chunk Generator, dans laquelle je peux avoir autant de perlineuses que je veux. Et je vais travailler sur mon chunk de manière brute, donc de la même manière que les chunks classiques, pour pouvoir accéder directement à un bloc sans me prendre la tête. Et ensuite, je fais un adaptateur qui va transformer ce tableau de nombres en RLE. Déjà, j'ai pas besoin, et c'est moche, d'avoir du noise 3D partout. On dirait un paysage en guerre. Je vais garder cette histoire de couche de pierre puis de terre. La couche de pierre représente un peu la croûte terrestre et la couche de terre à la surface plus détaillée. Et je vais faire en sorte de n'activer le noise 3D que quand l'addition des facteurs de la couche de pierre et de terre dépasse un certain seuil. En général, ça va arriver dans les hautes montagnes. Bon, le problème de ça, c'est qu'il y a des endroits où les trous du noise 3D s'arrêtent abruptement, et on a des falaises toutes droites. Mais je me prends pas trop la tête avec ça, on dirait un peu un glissement de terrain. Ensuite, je vous ai dit, le résultat du Perly Noise, donc le nombre entre 0 et 1, pour moi c'est un pourcentage. Donc je vais mettre des paliers, du style 0% de la couche de terre c'est un seul bloc, 20% 5 blocs, 40% 15 blocs, 60% 45 blocs, 80 90 blocs, 100 150 blocs. Bon, c'est un exemple sorti de mon chapeau, mais ce que je veux dire par là, c'est que plus le facteur est bas, plus le monde est plat, et plus il est haut, plus les pentes sont pentues. Ensuite, je vais rajouter des climats assez basiques, prendre un Perly Noise 2D et dire qu'il définit la température, et si la température est à plus de 70%, alors à la place de la terre, on va mettre du sable. Et hop, un désert. Je vais créer une fonction pour faire un arbre et rajouter pseudo-aléatoirement des arbres dans mon monde. Faire en sorte qu'au-dessus d'une certaine hauteur, à la place de mettre de l'herbe, je vais mettre de la neige. Ou qu'en dessous de la couche 70, l'air en extérieur devient de l'eau. Puis je rajoute le fait qu'on n'affiche pas seulement une face s'il y a de l'air devant elle, mais aussi s'il y a de l'eau. Faire en sorte que la face supérieure de mon bloc d'eau soit légèrement plus bas que les autres pour donner ce petit effet sympathique. Et d'autres petits détails, mais sans jamais trop me mouiller. Parce que à ce moment-là, j'attends encore Léo. Par exemple, j'aurais pu rendre l'eau transparente, mais ça veut dire dessiner les faces dans un certain ordre pour que la transparence marche dans le bon sens. Et j'avais pas la tête à me la prendre. Je voulais juste temporiser le temps avant de me remettre à de plus grandes tâches. Et ça durant presque tout janvier et février. Jusqu'à ce que Jesse, un ami du groupe de Léo qui suivait l'avancement de notre projet, avait participé en faisant des petits trucs par-ci par-là, comme un joli makefile, me disent que pour pouvoir refaire une alternance dans la même boîte que la précédente, il avait besoin de l'aval de l'école, mais que l'école lui demandait de monter de niveau. Ouais, il y a des niveaux dans l'école et parfois ça a une importance. Donc au lieu de faire un projet de zéro, il pourrait juste s'impliquer encore plus dans l'autre déjà bien abouti et programmer les derniers morceaux qu'il faut pour respecter le sujet de 42. Parce que oui, Léo n'étant plus à 42 et devant être 2 minimum pour rendre ce projet de groupe, j'avais abandonné l'idée de pouvoir le rendre officiellement. Alors moi, en attente de stimulation, ayant une chance de pouvoir rendre FTVox, pas encore FT Minecraft, j'ai sauté sur l'occasion. Et c'est reparti. Pour rendre le projet, il nous fallait 3 choses. Rajouter des grottes, avoir une skybox, bon là vous la voyez depuis le début parce que je vais pas l'enlever pour prendre des vidéos, mais elle était pas là, et qu'on ait aucune fuite mémoire. Pour les fuites mémoire, ayant l'habitude et aussi parce qu'une fuite mémoire c'est pas très optimisé, il y en avait vraiment pas beaucoup malgré qu'on n'ait jamais vérifié. Pour la skybox, j'ai essayé de faire de moi-même une boîte centrée autour de la caméra, dessinée en première et qui n'a pas de valeur de profondeur dans la carte graphique. Ça veut dire que s'il y a un triangle qui doit être dessiné par-dessus, il le sera toujours. Mais j'avais toujours des petits résidus noirs au niveau des jonctions de ma boîte. Puis j'ai vu qu'il y avait une page tutoriel sur learnopengl.com. Donc en 1 heure, j'avais setup une vraie skybox et... Vous vous rappelez dans la vidéo précédente,
Les tutoriels, c'est mon pire point faible? Ouais, ça l'est. Pendant 3 jours, la skybox n'a pas voulu s'afficher sans que j'arrive à comprendre pourquoi. 3 jours, c'est long, 3 jours à ne pas avancer d'un seul millimètre. La solution? Il fallait que les 6 textures de la skybox aient exactement les mêmes dimensions. Forcément, j'utilisais mes textures et je voyais qu'elles s'affichaient bien sur ma version. Sauf que je les avais découpées salement sur Paint d'une plus grande image et que elles n'étaient pas exactement aux mêmes dimensions. Enfin bref, elle est belle, non? Pour les caves, j'ai fait un mélange de noise 2D et 3D. En 2D, au lieu de simplement prendre le résultat du Perly Noise et de creuser la pierre si c'est plus grand qu'une valeur, j'ai fait en sorte que les caves 2D soient présentes si le Perly Noise donne le résultat d'une petite plage vers 50%. Ce qui nous donne cet effet de couloir, c'est l'entre-région. Puis avec d'autres Perly Noise, je vais décider de la hauteur du sol de la cave, puis de la hauteur entre le sol et le plafond, et voilà. Ensuite, j'utilise le Noise 3D de deux manières différentes. Une qui creuse quand c'est plus grand que 80%, ce qui produit de grandes salles, et une autre qui fait comme le 2D par rapport à une plage, ce qui produit ces caves très claustrophobiques. Seule aucune d'entre elles n'est vraiment cool, mais quand elles se croisent, je trouve que ça rend plutôt bien. Sans trop se prendre la tête évidemment. Au passage, avec le Perly Noise 3D, pourquoi ne pas dire qu'au lieu de juste creuser la pierre, on pourrait pas remplacer la pierre par des minerais? Ah, ça ressemble de plus en plus à Minecraft, hein. C'est sympa, mais j'ai pas pour but de faire un clone BT méchant, je vous rassure. J'ai aussi rajouté un cassage de blocs très basique, ce qui nous a permis avec Jessie de rendre le projet avec tous les bonus. Sauf que pour notre première correction, comme on s'en fichait, on n'en a pas trop parlé au correcteur, donc il nous a pas tout mis. De toute façon, même si aucun ne l'a vu, étant donné qu'il a regardé les bonus en dernier, le cassage des blocs faisait des fuites mémoire. Enfin bref, on rend le projet, Jessie repart taffer, et Léo n'est toujours pas revenu. En fait, à l'heure où je fais la vidéo, Léo n'est toujours pas revenu sur le projet. Et il a ses raisons très valides, hein, je lui en veux pas. Dans tous les cas, ça a rien changé entre nous. Et il regrette juste de pas m'avoir dit clairement qu'il allait pas revenir. Mais lui-même ne le savait pas. Bon, on a fait une assez bonne pause, il est temps de repartir sur l'optimisation. Et là, on attaque du gros. Je me baladais sur l'internet mondial quand j'ai aperçu une chose peu convenue. Ok, j'arrête la poésie, je vais rester sur le code. Ce dont je vais vous parler, c'est du Geometry Shader, un shader optionnel qui n'est pas utilisé en temps normal. L'avantage de ce shader, c'est qu'il peut, donc depuis l'intérieur de la carte graphique, créer des points et des triangles. Et là, je sais pas si vous le voyez venir, mais nos 102 octets par face vont fondre comme neige au soleil. Au lieu que, dans notre CPU, on transforme les faces en triangles, on va directement envoyer l'info de la face à notre carte graphique et la transformer en triangle de l'intérieur. Comme ça, on n'a plus de triangle dans le CPU. Donc déjà, on n'a pas non plus besoin d'indices pour former les triangles à partir de points. Ce qui enlève déjà instantanément les 6 nombres d'indices par face. Donc de 104 octets, on passe à 80. À la place d'avoir 4 positions de points en 3D par face, donc les 4 angles, on va seulement avoir une seule fois toutes les infos de notre face qui sont la position du chunk dans lequel est notre bloc, c'est une position en 2D, donc on va utiliser deux nombres entiers de 4 octets chacun. Ensuite, on a besoin de savoir quelle face de ce bloc on affiche, un cube à 6 faces, donc on a seulement besoin de 3 bits pour stocker cette info. Ensuite, on a besoin du type de notre bloc, qui est un seul octet. Et pour finir, on a besoin de savoir c'est quel bloc dans notre chunk. On a vu qu'il y avait 16 x 16 x 256 positions de blocs par chunk, mais 16 x 16 c'est 256, et 256 c'est la contenance d'un octet, donc on peut stocker cette position dans 2 octets. On va aussi changer notre grande texture qui les contient toutes, et à la place on va les charger chacune indépendamment, et les récupérer grâce au type de bloc, donc plus besoin d'avoir des positions de texture. Ce qui nous donne par face au final 2 ints de 4 octets chacun, 3 bits, 1 octet et 2 octets. Ça fait 11 octets et 3 bits. Bon, on va pas se trimballer avec 3 bits, donc on va juste dire que ça fait 2 octets. À la place de nos 104 ou même nos 80, c'est une énorme amélioration. La carte graphique prend en entrée au minimum des int ou des floats qui font 4 octets, ou du moins j'ai pas trouvé comment récupérer plus petit. Mais c'est pas un problème parce qu'on a 2 octets, donc 3 fois 4 octets, et on peut juste encoder nos données dans 3 int grâce au bit shift et les décoder une fois dans nos shaders. Tada! À ce moment-là, je suis très content. Mais il est temps de vous parler rapidement d'un nouveau concept de code, le bottleneck ou coup de bouteille. En gros, c'est une partie du code qui va ralentir l'entièreté. On peut le simplifier en simplement est-ce que c'est le CPU ou la carte graphique le problème. Le mieux c'est de répartir équitablement la charge de travail entre ces deux entités. Comme on n'affiche pas tant de triangles que ça, ce qui prend beaucoup de temps de calcul, c'est la génération du monde et la transformation des blocs en informations à envoyer à la carte graphique. Grâce au Geometry Shader, on peut prendre une partie de cette charge de travail qui était dans le CPU et la délocaliser dans la carte graphique. En plus de ça, on libère une partie de la RAM et de la VRAM.
En contrepartie, on doit recréer les points et les triangles à chaque frame étant donné qu'on les garde plus en mémoire. Rien n'est gratuit dans la vie. On a amélioré la génération, la mémoire consommée, il est temps d'optimiser notre nombre de triangles. Même si on n'a pas tant que ça, si je passe de 32 de render distance à 100, à la place de charger 65 x 65 chunks, j'en charge 201 x 201. C'est exponentiel. Maintenant que les textures de nos blocs sont indépendantes, on va pouvoir utiliser une superbe fonctionnalité de la carte graphique, qui est que si on donne des coordonnées de texture qui sont en dehors de la texture, au lieu de rien dessiner, on peut faire en sorte que nos textures bouclent à l'infini. Je sais pas s'il y en a certains qui ont compris ce qu'on allait faire, mais on va pouvoir, au lieu de dessiner à chaque fois 2 triangles par face, dessiner plusieurs faces en 2 triangles. Et ça va aller de pair avec ce qu'on a déjà. Vu que grâce à nos RLE, on check les faces à afficher en comparant les suites de blocs pleins avec les suites vides de nos voisins, on a déjà l'information de combien de faces sont à afficher à la suite. Au lieu de les créer une par une, on va rajouter 2 octets à nos infos de face qui sont la taille en longueur et en largeur de cette nouvelle grande face. Pour l'instant, je me prends pas trop la tête avec un algo pour optimiser à fond ce point et garde en permanence la largeur à 1 pour les faces de mes colonnes. Dans la carte graphique, je vais simplement faire en sorte que les 2 triangles couvrent toute la suite de faces que je veux afficher et je vais multiplier la position de texture des points les plus hauts par le nombre de faces à afficher. Avec un petit bouton, je peux vous montrer la différence. Les faces étirées sont celles qui ont été optimisées. Mais je vais aussi pouvoir faire ça avec les faces du haut et du bas de mes blocs. Pour ça, je vais parcourir tous les rubans de blocs de chaque colonne de mon chunk en même temps. De cette manière, je vais pouvoir avoir à chaque étape toutes les faces qui sont au même niveau et essayer de créer le plus grand carré possible. Puis, créer une information de face à envoyer à la carte graphique, lui donner la longueur et la largeur de cette nouvelle méga face, ce qui donne ce résultat quand je joue avec les mêmes petits boutons que précédemment. Grâce à ça, maintenant, on affiche beaucoup moins de triangles, on a moins d'empreintes de mémoire dans la RAM, on fait moins de création de faces, ce qui prenait quand même un peu de temps, et on allège un peu la charge de travail de la carte graphique. Petite pause de l'optimisation pour vous parler des trucs cool que j'ai développés, comme un système très basique de gravité pour ma caméra, système que je vais donner à des entités, une armée de 42 qui sont des objets 3D provenant de mon projet précédent, et je le fais tout simplement suivre le joueur et sauter quand il y a un obstacle. C'est pas fou, c'est pas très optimisé, mais c'est rigolo. Et voilà, hein, on est en avril-mai, j'ai abandonné l'idée que Léo revienne sur le projet. C'est dommage parce que sur sa partie pas finie, il y avait sûrement des trucs très intéressants. Je sais qu'il avait rajouté l'affichage de texte à l'écran par exemple et une barre de chargement, mais je me dis que tant pis, je vais modifier le squelette du projet pour passer à l'étape suivante. La première chose que je veux faire, c'est changer la façon dont on charge les chunks. Celle qu'on a actuellement, c'est qu'on génère tous les chunks à générer, et ensuite on crée les informations à envoyer à la carte graphique. Ce qui est un peu dommage parce que j'aime bien lancer le monde avec un maximum de render distance. Du coup, je dois attendre que tout soit généré pour ensuite voir apparaître les premiers chunks. Léo a codé ça comme ça parce que pour savoir si on affiche les faces en bord des chunks, on doit récupérer l'info des blocs du chunk voisin. Mais on pourrait générer les chunks et ensuite checker s'ils sont leurs voisins et directement compiler leurs faces. J'entreprends ce changement et c'est plus dur que prévu, je balbutie, je me rends compte que je dois changer la classe chunk abstraite quasiment de fond en comble. C'est alors qu'un autre ami, Tadeo, cette fois-ci de mon groupe de travail originel, vient me voir et me dit que lui aussi a besoin de rendre un projet pour gagner des niveaux dans l'école et pouvoir partir en second stage dans la même entreprise que la précédente. Mon projet c'est une auberge espagnole ou quoi? Bon, pour le coup, mon FTVox c'est déjà fini. S'il voulait le rendre, il pourrait juste le copier-coller et fin. Mais c'est pas l'objectif, et c'est de la triche. Alors Tadeo va monter une petite équipe avec un autre ami de notre groupe de taf, Damien. Et ils vont se lancer dans Scope, puis Vox. Je profite de ça pour faire une petite pause dans mon projet et les accompagner en leur donnant des petits conseils et en les motivant. Ils vont très vite faire Scope, je leur parle de ma façon de faire, j'aurais dû leur montrer cette vidéo, sérieux, et eux décident de partir sur une implémentation en full multithread. Je le rappelle, un thread c'est un fil de calcul et on peut demander à l'ordinateur d'autres threads pour paralléliser les actions qu'effectue notre CPU. Par exemple, on peut avoir un thread qui gère les inputs et un autre qui va générer des chunks. Mais il faut faire attention car si 2 threads essayent d'accéder en même temps à la même donnée, ça peut faire crash le programme. Super, du nouveau challenge. En plus, comme je l'ai dit, tout faire en monothread c'était pour nous forcer à nous mettre dans un état d'esprit d'optimisation. Et je pense que c'est déjà bien réussi, même s'il reste de nombreuses parties à améliorer, comme la génération par exemple. Je vais continuer de les suivre dans leur avancement et les aider par-ci par-là, mais surtout réfléchir à comment implémenter intelligemment cette technologie qu'était le multithread. OpenGL, la librairie qui nous permet d'interagir avec la carte graphique, contrairement à Vulkan, qui en est une autre, ne fonctionne pas en multithread. Ça veut dire que si on veut envoyer des infos à la carte graphique, ou faire quoi que ce soit en rapport avec OpenGL, on doit le faire depuis le thread qui a créé le contexte OpenGL de notre programme. L'implémentation qu'on va avoir alors, c'est en gros un thread principal qui va gérer l'interaction avec la carte graphique
le déplacement du joueur et toutes les petites choses, et un thread secondaire qui va s'occuper de la génération du monde avec tout ce qui l'accompagne comme la compilation des faces. Le problème principal à gérer avec cette implémentation, c'est la gestion de notre mémoire. Quand on crée un chunk, on demande de la mémoire à l'ordinateur et quand ce chunk n'est plus en render distance, on libère la mémoire qu'il utilisait. Gérer la mémoire, c'est la base du C et du C++. En multithread, il faut faire très attention à ne pas supprimer de la mémoire dans un thread alors qu'elle est encore utilisée dans un autre, sinon segfault et le programme crash. Comme par exemple ne pas supprimer les informations des faces à envoyer à la carte graphique qui sont utilisées par notre thread principal lorsque le thread de génération supprime un chunk. Parce que oui, deux threads peuvent accéder aux mêmes parties de la mémoire, mais à condition de ne pas le faire en même temps. Pour ça, on a des mutex. Un mutex, c'est une variable que notre thread va attraper et verrouiller, et tant qu'il la détient, si un autre thread essaye de l'attraper, il sera mis en attente. On lit des mutex avec des variables, ça veut dire qu'à chaque fois, avant de lire ou modifier cette variable, on va devoir attraper et verrouiller le mutex. Nos deux threads vont partager quelques informations comme la position de la caméra, mais le plus important et ce qui nous intéresse sont les informations que le thread de génération va envoyer à notre thread principal, ce que j'ai appelé l'état stable. Dans un état stable, il y a l'adresse mémoire de l'ensemble des informations des phases valides qui vont être envoyées à la carte graphique pour être dessinées. Dans le thread de génération, on va en permanence vérifier la position de la caméra et créer un nouvel état stable en parcourant toutes les positions de chunk en render distance. Les chunks sont stockés dans une map ou hashtable, ce qui nous permet de donner une position et savoir s'il existe déjà un chunk à la dite position. Si le chunk est bel et bien déjà créé à la position qu'on vérifie, on va ajouter l'adresse mémoire de ces informations de face au nouvel état stable. Et si un chunk n'est pas encore créé, on va le mettre dans une queue pour qu'il soit généré plus tard. Et au prochain tour de boucle, s'il est généré, on pourra alors récupérer ces informations. Ensuite, on va attendre que le thread principal finisse de dessiner son état stable actuel, grâce à un mutex, pour pouvoir le remplacer par le nouveau. Et ensuite, dans le thread de génération, on va parcourir l'ensemble des chunks déjà créés, vérifier si la position de chaque chunk est en render distance, et si elle ne l'est pas, alors on est sûr que les informations de ces faces ne sont pas dans l'état stable, donc on peut le supprimer sans problème. Tadeo va utiliser ses connaissances en maths pour ajouter quelques formules qui vont lisser le résultat des Perlinoise, et contrairement à ma génération dans laquelle on peut clairement voir des traits à cause de changements trop abrupts, la sienne est magnifique. Ils vont rendre le projet fin mai et repartir vaquer à leurs occupations. Et là vous vous attendez à ce que je vous dise que je me suis remis sur mon FT Minecraft, que j'ai ajouté du multithread, des serveurs, des musiques, des ombres, et qu'ensuite j'ai été la première personne de l'école à le rendre. Oui, je me suis remis sur le projet après le rendu, mais j'ai pas tenu. Je suis rentré en Bretagne faire des trucs, puis je suis parti en vacances voir mes potes, ensuite je suis revenu à Paris et j'ai sorti la première vidéo de cette série. Je vous ai dit, c'est dur de garder la motivation sur de longs projets. J'avais très envie de continuer, mais parfois passer des jours sur un problème et réussir à rien, c'est démoralisant. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ces vidéos à la place de coder, pour me motiver. Et vu les retours que j'ai eu sur la première, du moins à l'heure où j'écris cette vidéo, je suis plus que motivé et je vous remercie énormément. J'ai aucun regret à passer des heures pour écrire ce script et sûrement encore plus pour vous proposer un montage qui j'espère sera de qualité. Il y a une raison pour laquelle à la base cette série s'appelait Je recode Minecraft de 0 et pas J'ai recodé Minecraft de 0. C'est que j'ai pas fini, désolé. Par contre ce que je vous propose, c'est que je vais m'y mettre. Et pour commencer cet arc, je vais faire un live dans lequel vous allez pouvoir me poser des questions sur le code dont je parle dans cette vidéo. Ou n'importe quoi, n'hésitez pas à passer donner de la force. Et ça va être le lancement de la phase 2 du projet, dans laquelle je vais tout reprendre un peu de zéro et finir ce foutu jeu. Mettre des serveurs, des musiques, expérimenter des boucles de gameplay qui pourraient me faire et vous faire plaisir. Et si vous voulez suivre mon avancement, je vais presque tout faire en live. C'est du code, hein. C'est pas plus passionnant que ça, surtout quand c'est en train d'être fait, en tout cas pour beaucoup. Mais si je le fais en live, c'est pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez, ou juste parler, réfléchir à l'optimisation, découvrir de nouvelles techniques et n'importe quoi d'autre. Même peut-être, pourquoi pas, un peu de détente sur différents jeux. Mais j'ai aussi d'autres idées de vidéos et je pense que ça pourrait vous plaire. Donc n'hésitez pas à repasser de temps en temps et j'espère vous voir vite.